entre santé et travail et d'illustrer ce qu'on peut faire pour améliorer constamment la relation au travail, l'ausculter, l'améliorer. Voilà, donc merci à vous d'être avec nous et Anne-Marie prend le relais pour piloter notre réunion. Eh ben merci à vous tous et avec une première consigne comme d'habitude qui est est-ce que vous pouvez, pardon c'est pas très sympathique de commencer par vous demander de la fermer mais en gros c'est à peu près ça, c'est couper vos micros et vos caméras et aussi pour qu'on ait une meilleure bande passante plus tard. Et donc voilà, donc bienvenue à vous tous et effectivement l'une des lignes de fond de notre cercle entreprise et santé c'est depuis eh bien disons 2007 déjà d'être sur à la fois l'évolution et la prospective de la relation au travail, dans son impact sur les questions de santé et de santé globale, notamment via, tiens, ça couine partout, notamment via l'innovation. Alors, la question de la pénibilité et de l'usure professionnelle, je dirais que ça fait un petit bout de temps qu'on tourne autour, avec des incertitudes et des questions sémantiques dont on va voir tout à l'heure que c'est important justement de les éclairer, pas seulement en sémantique, mais aussi il y a sur un plan tout à fait opérationnel pour trouver des pistes et des pistes de solutions, ça fait plein de bruit partout, et trouver des pistes et des pistes de solutions à ces questions-là. D'où certains qui nous connaissent et qui savent qu'on a par exemple tenu 18 sessions, la dernière était la semaine dernière, sur l'intégration des exosquelettes, dit aussi dispositifs d'assistance physique et autres, dont l'objectif et la finalité est finalement de prévenir justement la pénibilité et l'usure professionnelle. Voilà, donc voilà en gros pour ce qui est de notre axe A. Et avant de rentrer sur le vif du sujet, sur le vif des questions, c'est clair qu'on est en ce moment en pleine actualité, j'allais dire non seulement nationale, avec les débats qui surgissent, ressurgissent, exurgence, résurgence, comme on disait, des fleuves et autres, depuis un petit moment, mais avec aussi des négociations. Et donc, il y a ça, mais aussi à un niveau international, donc avec, par exemple, je prends une étude qui a sorti Bain, le cabinet international, il n'y a pas très longtemps, et qui dit, je rentre tout de suite les pieds dans le plat, et qui dit, à horizon de 2030, on va avoir, au moins dans les pays dit et que l'économie avancée, 150 millions de jobs qui devront de près ou de loin être tenus par ce qu'on appelle des older workers, mais en tout cas globalement des plus de 55 ans, parce que ce sont des emplois qui sont à tenir, qu'on est en tension sur nombre de métiers, et voilà. Et donc, on regarde ça. Vous avez des études de l'OCDE qui sont tout à fait intéressantes de ce côté-là, et qui notamment comparent et positionnent la France par rapport à ses homologues, encore une fois, de pays dits avancés, je continue sur les enjeux internationaux et sur le fait qu'on va avoir une question en France. Alors, on n'est pas très loin, donc peut-être que je vais me faire taper par mon voisin, mais en gros, on a des pénuries d'emploi et on a, en France en tout cas, par rapport aux autres pays du même type, un taux d'emploi ce qu'il est convenu d'appeler de l'horrible mot des seniors, qui est en gros très inférieur. Et donc ça c'est effectivement l'une des questions. Alors si vous voulez bien, je vous présente la façon dont on va bosser en 3 temps, si vous voulez bien. Le premier qui sera, on les a pas mis complètement en brochette, mais pas loin, les 3 ténors. Et donc vous êtes messieurs les 3 ténors qui allaient à la fois nous éclairer et nous donner le là sur tous ces enjeux actuels, à la fois pour Franck Morel, et merci à Franck d'être là. Il est avocat, cher maître, au sein du cabinet Fluchet-Granger. Nous, on s'est connus dans des vies très antérieures. Je pense que j'étais directeur de cabinet de Xavier Bertrand, qui était à l'époque entre la santé et le travail, et ensuite vous avez été conseiller social d'Édouard Philippe, voilà, et donc sur ces questions de pénibilité et autres, je ne dirais pas que vous avez tiré les ficelles, mais peut-être globalement pas loin. Cyril, merci à Cyril d'être là, Cyril Combe, directeur du BIT de l'OIT en France. Alors là aussi, on s'est connus dans des vies antérieures et avec vos prédécesseurs, et notamment sur toutes ces questions, et ces questions à la fois bien sûr du droit international et des conventions internationales de sauvegarde, voire
quel sera leur éclairage là-dessus. Et puis avec Jérôme, qui est mon voisin immédiat, donc Jérôme est à la fois un accenture, non c'est pas comme ça que je t'ai connu, mais pas loin, secrétaire général adjoint de la CFDT 4, très en pointe sur justement les questions d'innovation et donc de responsabilité, j'allais dire, à la fois des employeurs au regard non seulement du dialogue social qui est un moyen, mais finalement surtout des finalités là-dessus. Voilà donc pour nos 3 ténors. Et ensuite, deuxième temps, on aura cette fois-ci ce qui nous est cher à nous au cercle dans le sens du terrain, dans les UX forums que l'on monte, c'est non pas un, mais des éclairages. Alors là, 3 aussi pour être équilibré, des éclairages de terrain, avec ce qui est notable, alors pardon de faire marcher non seulement la solidarité féminine, donc on aura 3 témoins, pardon messieurs, 3 témoins qui sont aussi des grandes actrices et des grandes responsables en matière de sécurité et en matière de prévention, puisque l'axe prévention est celui qui nous intéresse. Et donc, d'une part avec Monique Kwiatkowski qui est là, elle est dans le coin, mais méfions-nous, elle est tout à fait présente, donc elle s'occupe des questions j'allais dire, de prévention, et précisément de prévention d'usure professionnelle et de pénibilité au sein de la SNCF, sur lequel vous nous expliquerez comment les choses se sont justement accélérées avec l'impact de la loi retraite et la façon dont les choses ont évolué. Donc merci à Monique d'être là. Puis on a, qui doit être loin au Finistère, c'est ça eh ben non, elle n'est pas affichée, mais on ne va pas tarder à la voir. Merci Justine d'être là. Donc Justine, c'est pas responsable HSE donc d'un établissement qui s'appelle de Mère Alliance, qui est, je pense maintenant une entité de taille union, donc groupe international, mais avec, j'allais dire, des questions et des enjeux qui sont aussi très très liés aux difficultés et aux enjeux propres d'un bassin d'emploi qui est comme toujours avec des métiers en tension, des métiers importants et des métiers industriels. Donc merci à Justine d'être là. Et puis Marianne, que vous voyez, pour nous elle s'affiche juste à côté. Merci Marianne Grangeret d'être là. Et je dirais que finalement toutes ces questions qu'on traite, qu'on va traiter d'usure et de pénibilité, c'est comment adler au-delà du subjectif, comment pouvoir mesurer l'ensemble. Et donc j'allais dire que Marianne est une des grandes prêtresses novatrices justement de la mesure et des mesures à la fois musculaires, articulaires et autres de ce que sont les effets directs de la pénibilité. Voilà. Et donc merci à vous. Donc je vous propose, et peut-être de démarrer par notre premier ténor. Alors je vous laisse Franck prendre les choses. Alors, je vais être chiante comme d'habitude, c'est-à-dire que moi je parle beaucoup, mais vous avez 10 minutes. Très bien. Alors je vais essayer de rester dans les pures de 10 minutes. Merci beaucoup. Alors c'est un sujet sur lequel nous avions eu l'occasion d'échanger, puisque j'ai déjà eu le plaisir de venir évoquer avec vous ces notions. Et c'est un sujet, il faut bien le dire, le mot sémantique a été utilisé tout à l'heure par Anne-Marie. Alors je ne sais pas si c'était dans la phase où on entendait ou la phase où on n'entend pas. Donc du coup, je reprends à mon compte cette question de la sémantique. Parce que derrière la question de la sémantique, on voit bien que sont révélées plusieurs acceptions, plusieurs modalités de prise en compte de ce qu'on a appelé parfois la pénibilité, parfois l'usure. Et ces échanges sur la sémantique, ces débats sur la sémantique, révèlent aussi la construction historique d'un cadre légal et réglementaire autour de la prise en compte de ces notions. Alors déjà, il faut noter une caractéristique assez particulière sur cette question de la pénibilité versus usure, c'est que la réglementation, à chaque fois sur ces questions, depuis 2003, qui est la période la plus ancienne à laquelle je vais remonter pour faire dater la prise en considération de la pénibilité et puis de l'usure, c'était chaque fois à l'occasion de réformes des retraites. Chaque fois, en 2003, en 2010, en dernier lieu avec la loi de l'an passé, chaque fois c'était des textes légaux dont l'objet était de changer les paramètres relatifs au départ en retraite, que la question de la pénibilité donnait lieu à des dispositions spécifiques. C'est une caractéristique, à mon avis, qui mérite d'être signalée, parce que ça veut dire que le débat autour de la pénibilité est né autour de questions relatives, on va dire, pour aller vite, à l'équité
de dispositions en matière de rehaussement, soit de la durée, soit de cotisation, soit de l'âge de départ en retraite. L'idée étant de dire tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, entre guillemets, hein, en termes de métier, en termes de tâches, de contenu, de job, et donc il est important de prendre en considération d'une manière ou d'une autre cette circonstance. Alors si on remonte aux origines, donc je vais remonter un peu arbitrairement à 2003, en 2003 effectivement dans la loi portant réforme des retraites de 2003 était pour la première fois mise en avant ce mot de pénibilité avec un renvoi à la négociation. Négociation interprofessionnelle donc qui s'est tenue quelques temps après, qui a duré 3 ans je crois, qui n'a pas permis d'aboutir à un accord en bonne et due forme, mais qui a permis malgré tout, malgré l'absence d'aboutissement à un accord, qui a permis quand même de donner un certain nombre de perspectives au pouvoir public dont ils ont pu se servir, notamment en 2010, dans la deuxième échéance dans laquelle, effectivement, un certain nombre de briques ont été posées dans la législation sur la question de la pénibilité et de la question de l'usure. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur chacune des briques. Hein. On a eu une dernière brique, on a eu ensuite une brique en 2014 avec la création du compte personnel de prévention de la pénibilité, en 2017 avec une réforme de ce compte qui est devenu le compte personnel de prévention, et une dernière brique avec la réforme des retraites, la dernière réforme des retraites et la création des modifications des mécanismes de prise en considération de l'usure, sans rentrer dans le détail, hein, et la création du FIPU, le fonds, voilà, le fameux FIPU, le Fonds interprofessionnel de prévention de l'usure. Bon. Alors, quelques points de repère, peut-être pour positionner cette question, ce débat sémantique, qui n'est pas que sémantique, qui va bien évidemment au-delà de la sémantique, parce que derrière le mot pénibilité d'un côté et le mot usure de l'autre, c'est deux modes d'appréhension de ces questions qui se sont confrontés, notamment dans la négociation interprofessionnelle que j'évoquais tout à l'heure, puis ensuite dans les différentes évolutions du texte. La pénibilité, c'est quoi ? D'abord, la pénibilité, pas évident de la définir, mais on pourrait se dire que la pénibilité, c'est quelque chose qui se mesure. C'est quelque chose qui se mesure, et c'est quelque chose dont l'un des éléments de difficulté va être qu'on peut se heurter, en matière de pénibilité, à un ressenti, aux limites liées à un ressenti, c'est-à-dire qu'une situation va pouvoir être ressentie comme étant pénible par quelqu'un, et ne le sera pas par quelqu'un d'autre, alors même qu'il s'agit de la même situation. Mais il faut retenir que c'est quelque chose qui se mesure. L'usure, à l'inverse, c'est quelque chose qui se caractérise par un impact sur la santé de l'intéressé. Et donc, plus que la mesure d'une situation, c'est quelque chose qui va être appréhendé par le fait que l'usure, on est usé, donc l'usure va avoir des résultats médicalement constatés sur la santé d'une personne, dont on va considérer qu'elle est usée du fait d'un certain nombre de situations de travail. Et donc on voit bien que cette approche, d'un côté consistant à s'intéresser à une situation de travail mesurée, et de l'autre côté à un impact constaté sur la santé. On a un petit écho. Je coupe. C'est bon ? Oui, je coupe. C'est bon ? Voilà. Et donc d'un côté à une mesure d'une situation de travail et de l'autre côté à un impact sur la santé, a résumé pendant longtemps le débat autour de la pénibilité. Et d'ailleurs on le voit bien, au fil des années, on a un peu emprunté aux deux aspects. C'est-à-dire à l'aspect pénibilité, je mesure l'exposition à certains facteurs dans le cadre d'une situation donnée, et l'autre aspect, usure, je suis usé, je vais constater médicalement que je suis usé, et donc du fait de ce constat, on va m'ouvrir un certain nombre de droits. Alors, derrière cette exception... Je vous interromps juste oui. pour avoir cette notion tout à fait importante en tête, c'est qu'on voit bien que la question de la métrique, la question de la mesure oui. est tout à fait centrale. Oui.
Et soit c'est une mesure de risque, soit aussi c'est une mesure d'impact. Oui. Et donc, on voit bien là qu'on est dans des durées, dans des durées différentes. C'est là que ça amène, vous m'amenez une autre notion qui est aussi quelque chose qui a beaucoup influencé les négociations et les législations successives. C'est une fois qu'on a dit est-ce que c'est pénible ou est-ce que c'est usant, la question suivante c'est une fois qu'on a réussi à caractériser une situation pénible ou usante, on en fait quoi? Est-ce qu'on se sert de ça pour prévenir les risques? C'est-à-dire est-ce qu'on se sert de ces constats pour faire en sorte que les situations constatées soient moins pénibles et moins usantes? C'est toute la problématique de la prévention. Ou est-ce qu'on se sert de ça pour compenser? C'est-à-dire pour mettre en place des mécanismes permettant, non pas par eux-mêmes en tout cas, d'éviter la situation donnée, mais d'apporter un avantage particulier qui va prendre en considération le fait que l'intéressé est placé face à une situation pénible ou usante. Voilà. Et donc là aussi on voit bien prévenir ou compenser, ou prévenir et compenser. Est-ce que les deux d'ailleurs ne peuvent pas parfois être contradictoires? C'est aussi un débat. Est-ce qu'en compensant, on n'est pas dans une situation qui va être parfois anti-prévention, puisqu'on va inciter parfois à rester dans une situation pénible parce qu'on va, si on n'est plus dans cette situation, on n'a plus la compensation. Donc effectivement, ça ouvre là aussi un certain nombre de débats. Alors aujourd'hui, à l'heure où on se parle, quels sont les modes d'appréhension de l'usure? Alors on parle aujourd'hui d'usure parce qu'effectivement le mot pénibilité qui a été dans le Code du travail à un moment donné, notamment suite à la réforme de 2010, n'est plus dans le Code du travail, et désormais, soit on parle de compte personnel de prévention tout court, avec l'exposition à un certain nombre de facteurs de risque professionnel, soit on utilise le mot usure, ce qui est le cas dans la toute dernière réforme, avec le Fonds interprofessionnel de prévention de l'usure, le mot ayant été choisi à dessein. Alors, quels sont les grands axes de prise en considération aujourd'hui, à l'heure où on se parle, de la pénibilité ou de l'usure? C'est d'abord le compte personnel de prévention. On a 6 facteurs d'exposition, donc qui sont dans le compte personnel de prévention. On est sur une logique de mesure d'une exposition pour ces 6 facteurs de risque caractérisés. Et l'exposition à ces 6 facteurs de risque ouvre droit à un certain nombre, alors sans rentrer dans le détail, de points qui permettent soit d'accéder à des droits à formation, soit d'accéder à des droits permettant de passer à temps partiel, soit de bénéficier d'un départ en retraite précoce de l'ordre de 2 ans maximum par rapport à ces droits. Autre élément, on a un mécanisme depuis la réforme de 2010 de retraite pour incapacité lié à un taux d'incapacité. Et là, en revanche, on n'est plus sur une acception usure que pénibilité, c'est-à-dire qu'on va constater médicalement un taux d'incapacité, et les 4 facteurs qui ne sont pas aujourd'hui dans le compte personnel de prévention, qui étaient à l'origine dans le compte, sont utilisés pour permettre de prendre en considération les conditions dans lesquelles on peut accéder à cette retraite pour incapacité. Le retrait de ces 4 facteurs, j'étais à l'époque conseiller du Premier ministre, est au cœur justement de cette problématique pénibilité-usure, puisque si ces 4 facteurs ont été retirés, c'est parce que précisément il y avait des difficultés de mesure. Il y a eu 5 rapports parlementaires, je crois, différents pendant le quinquennat de François Hollande, pour essayer de trouver une solution pour améliorer la mesure. Force est de constater qu'après 5 rapports parlementaires, il y avait encore des difficultés, et donc il a été choisi plutôt d'utiliser ces 4 facteurs dans le cadre du mécanisme de retraite pour incapacité. Et puis enfin, 2 derniers aspects, on a l'approche collective, avec dès lors qu'un certain nombre de travailleurs sont exposés à l'un des 6 facteurs de risque, on a une obligation de négocier ou à défaut d'accord de mettre en place un plan prévention. Et puis enfin, en dernier lieu, le FIPU. Et là, le FIPU, c'est sur les fameux 4 facteurs aussi, effectivement. On a toujours le plan, c'est les 6 facteurs. Le FIPU, c'est les 4 facteurs, avec un certain nombre de montants financiers. Alors, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'on est sur du 1 milliard sur 5 ans. C'est ce qui était prévu initialement. C'est ce qui était prévu, on est sur du 1 milliard sur 5 ans, de montants qui peuvent être mobilisés dans le cadre de 4MP et en s'appuyant sur les négos de branche, sur un certain nombre de mesures qui sont déterminées par les négos de branche, pour financer de la prévention
dans le cadre de l'exposition à ces 4 facteurs. Voilà, très rapidement, quelques points de repère, effectivement, rapides, mais on voit bien qu'on est encore au cœur de cette discussion, de ce débat sur pénibilité ou usure, exposition ou constat médicalisé, et sur la manière justement de prendre en considération ces éléments. Et globalement, quelle est la logique et quelle est l'évolution? Un grand merci là-dessus. Et on voit bien, alors c'est vrai que nous, au CEP, on est plutôt axé sur l'optique prévention, j'allais dire, globalement sur l'ensemble, parce que ce qui est notamment des négociations ou autres, c'est une autre dimension sur laquelle à la fois on n'a pas de poids et même pas non plus aussi d'éclairage pertinent, mais on voit bien à quel point les choses sont effectivement, aussi bien dans les choix personnels que dans les choix d'employeurs, peuvent être aussi en question. Alors ça, c'était l'éclairage français, donc je vous propose peut-être, Cyril, si vous voulez bien, qu'on regarde maintenant, je dirais à la fois à un niveau international et puis surtout avec l'optique de l'Organisation internationale du travail. Comment on peut caractériser d'un certain côté la position de la France par rapport à d'autres, et comment vous sentez à la fois le mouvement et qu'est-ce que vous avez envie d'impulser là-dessus? Cyril, à vous. Merci, merci Anne-Marie. Moi, effectivement, je vais avoir un regard un peu décentré par rapport à celui que Franck vient d'exposer. Et simplement pour rebondir un peu sur la sémantique, sur le débat de sémantique, moi, ce que je retiens de ce que tu as dit, c'est aussi que c'est pas un hasard si cette notion d'usure est apparue dans le contexte que tu as rappelé de la réforme des retraites. Et je pense que c'est un enseignement qu'il faut tirer dans notre réflexion, c'est que toutes ces questions qui sont liées à la santé au travail ne peuvent pas être abordées isolément de tous les facteurs de transformation du travail. Et nous, ce qu'on met beaucoup en avant à l'OIT, c'est les perspectives démographiques, parce que finalement, de tous les facteurs de transformation du travail, le facteur démographique est peut-être celui qui fait le moins couler d'encre dans un pays comme la France, alors que c'est probablement celui qui a le retentissement le plus important à l'échelle internationale. Alors, juste quelques éléments d'éclairage en quelques minutes sur ce que l'OIT et la perspective internationale peut apporter à ce débat. Déjà, pour rappeler que la santé au travail, ça a toujours été un domaine d'intervention de l'OIT, à la fois précoce, traditionnel, mais aussi qui monte en puissance, notamment pour cette raison. Alors, en termes de mesures, nous, je ne dirais pas qu'on en est à la préhistoire, mais nous, ce qu'on essaie de mesurer, c'est des choses très basiques. C'est-à-dire le nombre d'accidents du travail et le nombre de maladies professionnelles. Alors ça peut paraître extrêmement basique dans un pays avancé comme la France, mais à l'échelle du monde, ça l'est beaucoup moins. Donc on dispose de quelques chiffres, de quelques données qui montrent l'importance du sujet. Ce qui est significatif, c'est pas tellement le chiffre en valeur absolue, c'est plutôt son évolution. Donc on rappelle à chaque 28 avril, les journées mondiales de santé au travail, qu'il y a 3000 personnes qui meurent au travail chaque jour d'un accident, et on a entre 6500 et 7000 personnes qui meurent chaque jour d'une maladie, des suites d'une maladie professionnelle. Ce qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que globalement le nombre d'accidents du travail, pour autant qu'on puisse bien les mesurer, sont stables à l'échelle mondiale, et évidemment les tendances dans les pays industrialisés font un peu baisser la moyenne. Par contre, je crois que la question des maladies professionnelles qui résultent de l'exposition à toutes sortes de facteurs de risque, risque chimique, risque biologique, c'est une véritable bombe à retardement. C'est-à-dire qu'on mesure très mal les effets dans beaucoup de pays du Sud, et la multiplication des expositions à des matières dangereuses est une source majeure. Alors là, pour le coup, d'usure professionnelle rapide et prématurée. Ce qui m'amène en fait à souligner que souvent dans le débat français, on met en avant, quand on parle de prévention, on met en avant des nouveaux facteurs de risque. Et on a probablement raison de le faire dans un pays comme la France. Ce qu'on observe au niveau international, c'est qu'il y a évidemment des nouveaux facteurs de risque qui sont liés aux transformations des organisations du travail, qui sont liés à l'émergence des risques psychosociaux qui se décèlent partout, pas seulement dans les pays riches, entre guillemets. Mais au niveau international, ce qu'on relève surtout, c'est que les facteurs de risque, en fait,
il ne change. Ce que je veux dire, c'est que les facteurs de risque, en fait, ils s'additionnent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser à l'échelle mondiale que les facteurs de risque qu'on connaissait dans la France des années 50-60 ont complètement disparu de la circulation. Non. Ils ont subi la désindustrialisation et la délocalisation. Voilà. Et maintenant, c'est dans des pays d'Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde, qu'ils révèlent toute leur permanence. En fait, on a externalisé les risques et les impacts. Et les bénéfices aussi. Il faut voir l'ensemble évidemment du tableau et pas sombrer dans la psychose en diabolisant je ne sais quelle mondialisation. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tout cas présent à l'esprit, je pense, au niveau international. Je disais aussi au début que la question de la santé au travail avait toujours été très importante dans l'agenda d'une organisation comme l'OIT. Cette importance s'est accrue. Elle s'est accrue puisque, je rappelle juste que dans la hiérarchie des normes internationales, il y a 2 ans, la conférence internationale du travail, qui est un peu notre parlement mondial... qui se réunit tous les 4 ans, c'est ça? Non, tous les ans. Tous les ans. Tous les ans, au mois de juin, au Palais des Nations, donc 6 à 7 000 délégués qui représentent à la fois les employeurs, les travailleurs et les gouvernements des 187 pays membres de l'OIT, donc ça fait du monde. Donc la décision la plus significative qui a été prise dans ce domaine, c'est d'ériger le droit à travailler dans un environnement sûr et sain, ce sont les termes exacts en français, donc ériger ce principe en 5e principe fondamental du travail. Alors ça paraît comme ça un peu ésotérique comme formule, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui on considère la santé au travail quelque chose de la même importance, si vous voulez, que l'élimination des pires formes de travail des enfants, l'interdiction du travail forcé, l'interdiction des discriminations professionnelles ou la liberté syndicale. Donc c'est le 5e principe fondamental et qui du coup participe de cette politique d'influence normative de l'OIT au-delà des instruments de l'OIT. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez par exemple des accords de commerce qui font référence aux droits fondamentaux du travail, la santé au travail est dedans. Quand vous avez des accords que passent les grandes multinationales avec les fédérations syndicales internationales et qui font référence aux principes fondamentaux du travail, et bien maintenant on a la santé au travail. Donc ça révèle quelque chose d'important, je crois, dans les priorités de la communauté internationale et du monde du travail. Je vous relance de ce côté-là. Est-ce que ça veut dire justement que du côté, j'allais dire, des chaînes de valeur internationales, la prise en compte de ces questions-là, et donc quand on remonte d'un certain côté sur la responsabilité des donneurs d'ordre, des impulseurs ou autres, au-delà des mots, encore une fois, on la sent évoluer. Oui, bien sûr. Je crois que c'est le phénomène majeur de la façon dont on appréhende la régulation du monde du travail et en particulier la question de la santé au travail. C'est comment est-ce qu'aujourd'hui on s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle un peu un langage techno, désolé, mais la gouvernance des chaînes mondiales d'approvisionnement. C'est-à-dire comment, en d'autres termes, trouver les formules juridiques pour responsabiliser les donneurs d'ordre dans leur chaîne de sous-traitance. Donc le principe cardinal fondateur du droit du travail en matière de responsabilité de l'employeur, en matière de prévention, comment décliner ce principe au niveau du donneur d'ordre vis-à-vis de sa chaîne de sous-traitance. Le Rana Plaza, que je pense que tout le monde a en tête, est évidemment passé par là, en 2013, ça fait maintenant 11 ans, et ça a évidemment fortement influencé la façon dont on appréhende aujourd'hui ces questions. Si j'ai encore un peu de temps, je voulais juste terminer peut-être par souligner quelque chose que j'ai dit au début en faisant la transition avec ce que nous a dit Franck. C'est l'importance d'aborder la question de la santé au travail, et donc de la prévention, en lien avec les facteurs de transformation du travail. Donc on a parlé du facteur démographique dans un pays comme la Chine, c'est absolument majeur. L'investissement que fait la Chine à l'initiative du gouvernement chinois dans les nouveaux modèles d'intelligence artificielle ou dans le numérique s'inscrit évidemment dans les enjeux géopolitiques, qui n'est pas le lieu d'en parler, mais il s'inscrit aussi dans le fait que la population en âge de travailler en Chine va drastiquement diminuer à partir de la décennie prochaine. Et que si la Chine veut rester l'atelier du monde, eh ben, il faut impérativement
qu'on trouve une façon de concilier, je dirais, santé au travail et maintien d'un potentiel productif. Il faut citer aussi parmi les facteurs de transformation du travail la question climatique. Qui, dans les années qui viennent, va être un facteur majeur aussi. Et là également, plusieurs candidats, alors là, pour le coup, on essaie de mesurer, par exemple, l'impact du réchauffement et le nombre de travailleurs exposés à des fortes chaleurs, notamment dans les pays tropicaux. Et on estime à 2% des heures de travail réalisées dans le monde susceptibles d'être perdues dans 10 ans du fait de cet impact climatique. Puis évidemment, je cite le facteur numérique sur les nouvelles modalités d'organisation du travail, les risques que ça fait peser sur le plan des risques psychosociaux, puisque c'est un sujet qui est largement balisé, je dirais, dans un pays comme la France. Voilà quelques... Et on voit bien, alors peut-être on reprendra ensuite dans le débat, mais là c'est aussi pour vous alimenter, et toi aussi Jean-Marie qui nous aidera tout à l'heure, Jean-Marie Peretti, à relancer les choses quand on va ouvrir la partie débat, c'est-à-dire qu'on voit bien comment tout se bouscule et comment effectivement ces questions-là, sur lesquelles nous, pardon, on avait un peu l'impression d'être plafond de verre pendant des années avec, on avait beau faire toc-toc sur santé globale au travail, responsabilité d'une façon générale du moyen, là maintenant, je dirais qu'avec l'ensemble aussi bien des pressions démographiques et des tendances au vieillissement que de ce qu'est la relation au travail avec post-Covid et autres, c'est que maintenant la santé est vraiment rentrée dans le pilier S de la RSE et de l'ESG, et c'est de toute façon les discussions qu'on a et qu'on aura globalement par ailleurs avec notamment la place que ça peut avoir dans de facto la compétitivité des entreprises et des structures sur le reporting extra-financier et sur ce pilier-là, notamment dans les chaînes de valeur, où on voit bien effectivement que les systèmes, notamment les systèmes financiers, permettent ces étalonnages-là. Donc voilà deux optiques, hein. On voit bien la position de la France et puis les enjeux qui sont des enjeux internationaux et sur lesquels il faut effectivement ténacité de ce côté-là. Peut-être qu'on pourra aussi vous réinterviewer tout à l'heure sur ce qu'était le chiffre que je donnais de Ben tout à l'heure qui disait en gros il y a 150 millions de jobs dans des pays dits avancés, mais quid des autres, parce que alors, effectivement ils ont besoin de faire travailler leur population active peut-être, mais ça c'est aussi une question. Alors, maintenant, à toi, Jérôme, j'allais dire avec tous tes cheveux roux, pardon, mais aussi... T'en as moins, mais non. Et toutes tes vues, donc à la fois innovation syndicale, position cadre, quel type d'enjeu et autres. Voilà, comment toi tu vois, et négociations en cours pour certaines souterraines, pour d'autres moins, et voilà, plus les questions des branches qui se posent derrière. Donc, à toi le micro et le son de questions. Merci Anne-Marie. Alors déjà, j'aimais bien la partie que tu m'as mis dialogue social. Ouais. Déjà, pour qu'il y ait un dialogue, il faut qu'il y ait un constat quand même un petit peu partagé. Et je dirais que c'est nous, dans le dialogue qu'on peut avoir, que ce soit avec les salariés d'ailleurs ou avec les directions d'entreprise, le constat est parfois compliqué. C'est-à-dire qu'il est très difficile de mettre des mots sur des choses qui sont parfois, le mot a été dit tout à l'heure, mais subjectives. On a très peu on parle d'abord de pénibilité sur quelque chose que l'on peut voir. C'est-à-dire qu'on est capable de voir quelqu'un à l'usine en train de travailler sur une chaîne, etc. On dit cette personne a un travail pénible, sans forcément d'ailleurs l'interroger, savoir si réellement elle ressent que c'est pénible ou pas, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir un travail pénible. Donc on va dire qu'elle a un travail pénible. On va voir un cadre à son bureau, derrière son ordinateur, etc. Lui, on va dire, il se la coule douce, franchement, c'est pas trop pénible, son boulot, etc. Donc la première chose, c'est déjà de se dire de quoi parlons-nous quand on parle de pénibilité. Et là, la difficulté qu'on a eue, très très vite, c'est la mesure. Et je pense que ça a été très bien dit tout à l'heure, parce que pendant longtemps, dans le milieu du travail, on ne sait pas, sur les boulots, sur les métiers qui n'étaient pas forcément à l'usine, etc., ce que j'appelle tous les autres, on ne voyait pas pénible, on ne s'est pas trop posé la question.
On comptait le temps de travail des personnes. Cette personne travaille de 9h à 16h, 9h à 17h, fait 32, 35, 40 heures. Et on avait tendance à dire que la personne qui faisait 40 heures était peut-être dans une situation plus pénible que celle qui faisait 35. Voilà. Sans savoir vraiment sur le contenu. Donc nous, on a essayé, c'est vrai, au niveau syndical, de plus en plus, de se pencher sur le contenu de ce travail et l'organisation de ce travail. Parce qu'il n'y a pas que le contenu. On ne travaille pas tout seul dans une grotte, on travaille avec des gens. Et donc il a fallu voir un petit peu comment tout ça s'articule au sein de l'organisation du travail. Et avec l'arrivée en plus de cette petite spécificité française sur les cadres, qu'on a décidé d'arrêter de mesurer le temps, mais on mesure les jours. En gros, on ne mesure plus aujourd'hui le temps de travail d'un cadre, on met des obligations sur son temps de repos. Voilà. Donc la difficulté qu'on a eu un petit peu, c'est de se dire, puisque ces questions de temps de travail n'est plus satisfaisante pour mesurer ce qu'est le travail, par exemple, d'un cadre, on a décidé d'aller vers la mesure de la charge. Et là, patatras, ça a été la catastrophe, parce que là, les directions nous ont dit, mais comment voulez-vous qu'on mesure la charge? On ne peut pas faire badger quelqu'un sur la charge de travail, on ne peut pas mesurer en heures la charge de travail, on ne peut pas la mesurer en kilos non plus, ça n'a pas de sens. Donc comment on va faire exactement cette espèce de truc là que vous nous mettez dans les pattes? Et c'est un très beau sujet, parce que finalement, c'est un sujet quand on travaille sur la pénibilité d'usure professionnelle, on sait qu'on rentre dans le syndicalisme avec ce problème-là, et qu'on en sortira, il sera encore là. On sera encore en train d'en parler. Parce que le truc qu'il y a, c'est qu'il prend des formes multiples. C'est-à-dire que, là je vous parle des cadres, nous si vous voulez on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur les cadres qui travaillent avec des gens qui ont un métier pénible, donc des cadres qui doivent faire tout un travail de prévention, d'alerte, etc., mais qui sont eux-mêmes souvent dans un travail pénible, un travail que souvent ils ne vont même pas oser dire comme pénible, parce que déjà souvent ils sont quand même assimilés à la direction, donc ils font toujours attention à ce qu'ils vont dire. Ils ressentent des fois aussi une très grande culpabilité à se plaindre, alors qu'eux sont derrière leur ordi pendant que d'autres sont en train de travailler à la chaîne. Ils ne sont normalement pas exposés aux intempéries, c'est déjà ça. Voilà, normalement. Quoique sur les chantiers, ça dépend. Donc, la difficulté que l'on a là-dessus, c'est d'avoir fait naître l'idée d'une pénibilité qui ne serait pas qu'une pénibilité physique, mais aussi une pénibilité, par exemple, psychique, avec notamment tout ce qui est risques psychosociaux, etc. Donc là, on pouvait s'attendre à ce que le début de solution soit trouvé, et patatras, non, parce que finalement, en effet, quand on commence à interroger les gens, les métiers, etc., on n'arrive pas à cadrer. On n'arrive pas à cadrer parce que chacun n'exprime pas la même chose, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on est allé véritablement plus sur l'idée d'un ressenti. En effet, de se dire, voilà, quelle est la charge de travail, comment tu la ressens toi? Et c'est les trois principes, notamment que donne l'ANACT là-dessus, sur la charge de travail, la prescrite, la réelle, la ressentie. Et non, c'est évidemment énormément focalisé sur le ressenti, sachant qu'on avait évidemment un périmètre supplémentaire compliqué, c'est que le ressenti pour une personne donnée varie dans le temps. Je vous donne une charge de travail, vous êtes en pleine santé, vous avez la pêche, il n'y a aucun problème, je vous donne la même charge de travail, exactement la même, vous êtes malade, vous avez à aider un proche, vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, etc. Vous n'allez pas ressentir du tout la charge de la même façon. Là, l'employeur commence à nous regarder en disant, bon là, quand même, ça commence à suffire, il va falloir trouver des trucs quand même. Donc la difficulté que l'on a, c'est qu'on a essayé pendant longtemps de se dire, mais peut-être que, et on revient un petit peu à ce qu'on vient, qu'on soit sur le sujet d'une pénibilité physique ou d'une pénibilité psychologique finalement, nous ce que l'on veut c'est parler de l'organisation du travail. Essayons déjà d'aller dans cette direction-là, et c'est tout le sujet avec les différentes réformes de retraite. La CFDT ne fait que dire ça dans la négociation en ce moment qui a lieu avec le patronat, c'est de dire parlons avant tout de l'organisation du travail. Ne nous posons pas forcément la question de savoir est-ce que c'est bien de partir à 62, 63, est-ce qu'il faut faire un CDI senior, etc. C'est dire, mais moi j'arrive à 60 ans dans mon travail, dans quel état? Dans quel état j'arrive dans mon travail? Et là, c'est la difficulté, c'est de se dire, il va falloir qu'on trouve des aménagements qui soient pas des aménagements de retraite, parce que malheureusement on va souvent sur des aménagements de retraite, alors que ce soit les invalidités, que ce soit les dispenses d'activité, que ce soit la mise à la retraite, les plans, etc., que les salariés nous demandent. C'est que nous, en tant que syndicalistes, on est à la croisée des deux chemins, on nous demande aussi ces mesures-là. On nous demande de partir plus tôt, on nous demande de pouvoir avoir la possibilité d'avoir un poste aménagé, de travailler moins longtemps, etc. Donc ce qu'on fait, nous, c'est du curatif. Ce qu'on fait beaucoup, c'est du curatif. Et nous, ce qu'on essaye de faire de plus en plus, c'est de la prévention. C'est-à-dire non pas attendre que le problème arrive, mais essayer de le traiter en amont pour qu'il n'arrive pas.
Et il n'y a rien de plus difficile aujourd'hui, quand vous travaillez avec un manager notamment, parce que c'est quand même notre population, pour beaucoup à la CFDT cadre, vous avez aujourd'hui des gens qui ne veulent plus rentrer dans ce métier-là. Alors entre autres pour d'autres problématiques qui sont charge de travail, etc. Mais aussi c'est parce que, en gros, vous nous demandez de faire des choses aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas les outils. Et on ne sait pas répondre de façon satisfaisante sur ces choses-là. Donc la notion même de dialogue, elle est essentielle parce que justement, elle essaye de remettre au centre, un, ce que je disais, l'organisation du travail, deux, aussi de mettre les gens face à leur situation. Il n'y a rien de plus difficile que de faire exprimer quelqu'un sur sa difficulté. Un cadre va vous dire j'ai trop de mails, je passe trop de temps, etc. Mais quand vous creusez, vous vous rendez compte qu'il y a d'autres problématiques derrière. Et la problématique, c'est là-dessus que je voulais peut-être terminer, parce que je sens que tu fais les gros yeux. Tu vas faire les gros yeux. Et ben c'est justement la notion de temps. C'est que toutes ces choses-là prennent du temps, et on a souvent des calendriers de plus en plus contraints dans les négociations. Il faut boucler le négo en 2 mois, il faut boucler, etc. Et on ne prend pas le temps aujourd'hui. Et pareil dans les entreprises, nous en tant que syndicat, pour donner 1 heure de notre temps à un salarié, c'est très compliqué parce que ce temps, il ne l'a pas. Voilà. Et quand il l'a d'un autre côté, il se dit merci, il n'y a qu'avec vous que j'ai le temps de discuter parce que dans les autres organisations, je n'ai plus le temps de parler. Voilà. Je me tais. Merci. Mais oui, mais merci. Et ce que tu soulignes là, c'est l'importance, j'allais dire, aussi de la connaissance des choses. Parce que c'est vrai qu'on est resté pendant longtemps, finalement, sur l'idée de ce qu'était la France au travail d'il y a 60 ans, majoritairement industrielle ou autre, sans voir ce qu'avait été le basculement vers du service. Alors, il y a le service côté cadre et autres, mais je vois, parce qu'on avait ça, et Justine qui est là, a entendu ça aussi, même si elle est purement globalement dans l'industriel, c'est notamment, et vous parliez de la NACT tout à l'heure, c'est tous ces métiers qui sont d'ailleurs des métiers féminins, obscurs et pas connus. Moi j'ai découvert par exemple en préparant justement une table ronde la semaine dernière sur les métiers d'aide à domicile, c'est que en France, ça pesait plus de 6% de l'emploi. Et que ça allait arriver à 10% avant qu'il soit longtemps, parce que tous ces métiers-là, où en plus on a une pyramide des âges qui vieillit, donc des difficultés, 47 ans, 48 ans, c'est âgé pour des gens qui ont des gens à lever, ou autres, donc avec un vieillissement de la population, et avec attention des besoins, on parlait tout à l'heure d'attractivité, tout à fait important. Et donc, maintenant, si vous voulez bien, merci à nos 3 éclairages. Vous n'hésitez pas à reprendre le micro si je ne vous tape pas, comme dirait l'autre. Surtout qu'il n'y a pas de micro, mais enfin bon. Et on va passer peut-être à la deuxième éclairage, celui qu'on souhaite aussi privilégier, qui est les éclairages, parce qu'encore une fois, il n'y a pas une vérité révélée, mais les éclairages des terrains avec, globalement, alors je dirais, pas globalement, mais chacune dans vos entités. Vous êtes pris, par exemple, Monique Gatowski, qui pilote, si on peut dire, la prévention au niveau national pour tout ce qui est matériel, SNCF, et donc avec ces métiers essentiels. Je vois Lionel que tu es sans doute là entre Lionel Giovanelli. On s'est connus par les exosquelettes, encore une fois nos fétiches favoris. Bah oui, les exosquelettes quand même. Et donc voilà, donc vous pilotez ça. À la fois, comment, parce que ça fait déjà un certain temps que vous vous occupez de ça, que vous gérez ça, Monique, à la SNCF, et comment avec cette nouvelle prescription issue de la loi retraite, comment ça s'accentue encore une fois du côté de la prévention, puisque là on va regarder les choses du côté de la prévention. Alors un petit coup de galette, merci, un petit coup de galette de son, autrement. Merci Monique, donc c'est à vous. Merci, alors déjà merci pour ces 3 éclairages, parce que je retrouve complètement ce qui est la base de ce que je pourrais qualifier de mon combat aujourd'hui au quotidien sur ces questions de prévention des usures professionnelles. Donc moi je suis à la SNCF Matériel, donc on s'occupe de la maintenance des trains, une activité industrielle dans laquelle on va se retrouver totalement dans cette situation où il suffit de se balader dans un atelier pour se dire ils ont un travail pénible, ça se voit, ça se ressent, ça s'entend. Alors la pénibilité, les questions de pénibilité à la SNCF, elles ont été prises en main déjà avant 2010, dès la période de réforme des retraites. Notre dispositif de pénibilité a vu le jour en 2008, donc basé aussi sur essentiellement cette obligation de compensation.
qu'on retrouvait essentiellement dans la pénibilité. Depuis quelques années, on a quand même essayé de travailler sur la prévention de ce qu'on appelait la prévention de la pénibilité. Alors, ce qu'on évoquait juste à l'instant, c'est vrai que la pénibilité, c'est quelque chose qui jusque-là était très lié à quelque chose de mesurable, à une approche peut-être parfois subjective et une difficulté d'appréhension. Donc on a tout un système de compensation dans notre entreprise de ces situations dites pénibles. Pour autant, on retrouve totalement le travers de oui, mais si j'améliore les conditions de travail, je ne suis plus concerné par ce dispositif de compensation. Donc, c'est pas forcément évident de travailler sur cet axe de prévention. Néanmoins, c'est un véritable travail qu'on a pris en main maintenant. C'est assez récent quand même, il y a vraiment 4 ans, avec cette idée vraiment de mettre l'accent sur la santé. Donc, je le disais, moi, je suis dans un milieu industriel. Où nos démarches de prévention, elles sont très axées sur la partie sécurité. On a une approche vraiment, on va regarder nos AT, nos accidents du travail, les chiffres, c'est les accidents du travail. Les maladies professionnelles, on les regarde aussi, à la différence que les accidents du travail sont à la charge de l'employeur sur la déclaration, alors que la maladie professionnelle, c'est une demande de reconnaissance par le salarié. Donc on est déjà sur un statut différent. Donc, c'est vrai que les maladies professionnelles, elles sont aussi difficiles à appréhender parce que elles sont en général le reflet de tout un parcours professionnel. Et nous, notre démarche de prévention, elle s'inscrit à l'instant T, à un moment donné, dans des situations de travail que l'on rencontre aujourd'hui. Il y a maintenant 3 ans environ, on a lancé une démarche qu'on retrouve dans tout un tas d'industries, d'évaluation, on va dire, du niveau d'ergonomie de nos situations de travail. C'est des outils qu'on peut retrouver par ailleurs. L'INRS en propose avec l'analyse de la charge physique de travail. Renault a eu ces outils. On en retrouve dans beaucoup d'industries. Ce qu'on a voulu faire avec cet outil, parce qu'on retrouve cette idée de mesure, encore une fois, comment est-ce qu'on peut mesurer. Ce qu'on a voulu faire, nous, avec notre approche, c'est d'évaluer les situations de travail, parce qu'on le disait, on a une difficulté d'avoir une approche totalement globale. C'est compliqué. Donc d'aller au plus près de la situation de travail, comme la démarche ergonomique le fait. On a en fait, plutôt que de questionner les facteurs de risque et de questionner la mesure en fait de seuil, dans ces facteurs de risque, on a choisi d'essayer de questionner la situation de travail dans son caractère capacitant, avec cette notion d'environnement capacitant, qui est un concept issu de l'économie à la base, qui a été repris justement dans toutes ces approches du travail, sens du travail, où l'idée est de questionner comment le travail met le salarié en capacité de faire son travail. Et nous, notre question, voilà, capability, tout à fait, et de se poser la question du coup de comment est-ce que notre salarié est mis en capacité de faire son travail en santé, sécurité et performance. Et donc ça c'est une approche un petit peu différente qu'on a voulu avoir, inspirée aussi des travaux qu'il y a eu récemment par les ergonomes aussi, avec le CNAM, sur le travail soutenable. Plutôt que de questionner le travail pénible, c'est de questionner le travail soutenable, comment créer les conditions de la soutenabilité du travail. Et ce qui va justement dans ce qu'on était en train d'échanger à l'instant, comme on ne peut pas faire de prévention si on est uniquement sur la mesure de facteurs dits pénibles. On ne sera toujours dans une approche de réparation. Donc voilà, on a essayé d'avoir cette approche. Malgré tout, comme on est sur la question maintenant de la prévention des usures professionnelles et pas uniquement de la pénibilité, donc on veut prévenir l'impact sur la santé de l'exposition au travail, impact qui se caractérise. Alors on a des définitions différentes, mais par un vieillissement prématuré du fait du travail. Vieillissement physique, vieillissement mental, on veut prévenir ce vieillissement-là. Maintenant, il faut quand même vérifier que nos actions permettent ont un effet positif en fait sur la santé, sur cet impact sur la santé. Et donc on a aussi lancé une expérimentation, et d'ailleurs la dernière intervenante pourra aussi témoigner. On a lancé une expérimentation qui vise à tester différentes solutions de mesure de l'activité physique, les fameux capteurs, qui vont venir en fait croiser
ces informations, ces évaluations de poste, de situation de travail, pardon. Et on va aussi croiser avec justement toutes les données un peu épidémiologiques de maladies professionnelles, certes, mais on suit aussi ce qu'on appelle les restrictions médicales chez nous, hein, parce qu'on a donc à la SNCF notre propre service de santé au travail avec la médecine du travail qui peut justement donner un avis de restriction médicale pour nos salariés au port de charge ou au travail avec une élévation du bras au-dessus de l'épaule. Pour justement, on est dans le maintien dans l'emploi avant la déclaration en fait de maladie professionnelle ou de handicap. Donc on va suivre tous ces indicateurs pour les croiser et s'assurer, voilà, avec des boucles comme ça de contrôle récurrentes, qu'on travaille bien sur la prévention de l'usure professionnelle. C'est un travail qui est très très lourd, qui nécessite un engagement vraiment de toutes les parties sur le long terme. Voilà, je vais juste terminer en disant que là, la dernière réforme des retraites, ce qu'elle nous a apporté, c'est justement cette notion d'usure professionnelle. L'entreprise, en tout cas chez nous à la SNCF, on s'est saisi, l'employeur s'est saisi de cette notion, nos organisations syndicales aussi. Il y a un dialogue social qui s'est mis en place, avec évidemment des débats sur les constats, ça on ne va pas le nier, mais il y a un véritable engagement de l'entreprise avec un objectif de pouvoir vraiment produire des choses dans les années qui viennent. Merci Monique de tout ça. Justine, maintenant c'est à vous si vous voulez bien. Voilà. Comment dans une autre activité, là cette fois-ci qui est, je n'allais pas dire une activité industrielle traditionnelle, mais d'abord c'est une activité féminine, donc vous avez beaucoup de femmes, je crois, Justine, chez vous dans vos effectifs, et en même temps les tensions et difficultés d'attractivité, de formation, de maintien dans l'emploi. Voilà. Comment ça se présente chez vous? Un peu même type de question que pour Monique. Qu'est-ce que la loi récente a incité finalement, comme mieux ou pas d'ailleurs, dans le dialogue, qui soit dialogue social ou autre? Donc Justine Sepeau, donc Mère Alliance à Quimper, c'est ça, c'est à vous. Et une entreprise agroalimentaire, donc avec les conditions de travail que chacun peut imaginer, qui sont à la fois du travail répétitif dans un environnement humide, froid, pour garantir la qualité de nos produits. Et donc, on va composer avec cet environnement-là et des facteurs à la fois effectivement démographiques, de pyramide des âges qui évoluent au fil des années avec des anciennetés de nos salariés qui commencent à grandir, avec un bassin de l'emploi qui est de plus en plus compliqué à gérer et donc des métiers en tension avec un enjeu fort d'attractivité. Ça, c'est un peu notre contexte. Les questions de pénibilité et de prévention de la pénibilité, on les a abordées avant même les différentes réformes et travaux réglementaires sur le sujet. D'abord par une analyse basique de nos AT et maladies professionnelles, mais aussi sur la base de notre évaluation des risques. Donc, je prends là en exemple le document unique, qui est une des bases de prévention. Et donc, grâce à ça, on a pu évaluer des situations de travail sur lesquelles il fallait qu'on avance et qu'on puisse améliorer pour nos collaborateurs. Donc, notre démarche, elle s'axe sur trois thèmes. La thématique technique. Comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir toujours les meilleures techniques disponibles sur le marché à disposition de nos process. Donc ça peut être à la fois de la machine et de l'automatisation de certaines tâches qui peuvent être très gourmandes en main-d'œuvre, mais surtout très répétitives et douloureuses ou génératrices de pénibilité. Application des principes généraux de prévention, classiquement. C'est aussi cibler des tâches sur lesquelles on ne peut pas forcément automatiser, mais trouver d'autres solutions. Donc par exemple, ces derniers temps, on a pu mettre en place des exosquelettes sur certains postes. Et puis aussi définir un plan global d'ergonomie. Donc là, comment est-ce que sur la thématique des manutentions, on fait en sorte d'arriver à zéro manutention, dans quel délai? Donc on s'est fixé un délai de 4-5 ans pour avoir zéro manutention manuelle sur nos sites.
Ça, c'est le premier axe, donc la partie technique. Si je prends l'axe humain et travailler sur le capital santé de nos collaborateurs, donc c'est comment est-ce qu'avec notre infirmière de santé au travail en interne, on va suivre les restrictions, le maintien dans l'emploi, adapter les postes, former et aussi intégrer pas mal de sensibilisation à des thématiques de santé publique pour pouvoir aussi intégrer toutes ces nouvelles thématiques dans le travail, permettre un accès à tous à ces sensibilisations-là, au-delà de ce qu'on peut connaître. Je vous interromps 30 secondes juste. Comment les choses ont évolué, j'allais dire, récemment, post-loi retraite? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont intensifiées, éclairées un peu différemment en matière j'allais dire, aussi bien d'attente de demande des équipes ou de votre côté d'incitation? Qu'est-ce qui a bougé? Voilà, c'est ça, vous pouvez nous mettre ça en lumière. Alors, les équipes, effectivement, sont aussi beaucoup plus en demande d'actions à mettre en œuvre là-dessus. Et donc, ça me permet d'arriver au facteur organisationnel, puisque autant sur la partie technique et humaine, on a pu travailler depuis de nombreuses années et s'adapter avec les évolutions. Autant les dernières réformes ont permis aussi d'aborder plus la partie organisationnelle et donc travailler sur la polyvalence, sur la gestion des emplois et des compétences, sur comment on accompagne nos seniors sur des contrats intermittents, des temps partiels, 80% sur quelques années avant la retraite pour accompagner pour ceux qui le souhaitent, comment ils ont des exemptions de travail le samedi en fonction d'âge dans des accords d'entreprise, comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et puis, pour conclure, on a un accord sur la prévention des facteurs de risque professionnel au titre de la pénibilité, dans lequel, au-delà des facteurs sur lesquels on a du déclaratif à réaliser, on a pris en compte l'ensemble des 10 facteurs de risque dans cet accord à la demande de nos partenaires sociaux. Ok, donc on voit les processus ont changé pour intégrer un certain nombre de données. Juste une question comme ça, si vous l'avez en tête. En gros, quel est à la fois le pourcentage de femmes dans vos effectifs d'opérateurs et puis la moyenne d'âge, comment est-ce qu'elle évolue Juste, est-ce que vous avez une idée? Sinon, alors, à la louche, l'idée, je dirais qu'on est sur 60% de femmes à peu près sur l'usine principale, et la moyenne d'âge, elle doit être autour des 36-37 ans. Elle a baissé ces derniers temps, mais elle a pu être plus haute avec des anciennetés plus importantes. Donc, si je peux me permettre, pardon, vous êtes encore relativement privilégié. Je pense à mes aides à domicile, là, notamment, et en gros France entière, parce qu'on regardait ça, par exemple, l'autre jour, c'était en Haute-France, mais on le regardait aussi sur ce qu'était les Alpes ou l'Occitanie. Et là, on est vraiment face à un truc qui est tout à fait inquiétant. Merci Justine. On va peut-être revenir après en dialogue à votre expérience. Envie de réagir les uns les autres, Jérôme, toi là-dessus sur. Alors c'est pas du tout des métiers de cadre, mais je veux dire justement avec le recul que tu peux avoir. Non, justement, ce qui a été dit à la fin qui est très intéressant, c'est la multitude aujourd'hui d'outils qu'on a de disposition dans le dialogue social avec les différents accords. C'est-à-dire que la pénibilité doit être certes un travail à part entière, etc., mais on a déjà une multitude aussi de possibilités de négociation qui peuvent traiter de ces questions. On a parlé de la GEPP, on a parlé des accords seniors, il y a des accords temps de travail, il y a des accords de risque, etc. Enfin voilà. Je dirais que la petite complexité qu'on a, et là je vais faire un peu de politique, on sent quand même dans les entreprises la disparition des CHSCT dans beaucoup d'endroits était quand même très compliquée. Oui. Parce que, alors, quelle que soit l'idée des moyens, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, sur le manque de moyens, etc. Nous, on le voit aussi au niveau de nos élus, et même des fois côté direction, c'est qu'on n'a plus de gens spécialisés.
C'est-à-dire que c'est des gens qui prennent ce travail-là en plus, etc., et qui n'ont pas l'expertise qu'on avait dans les CHSCT, parce que souvent, les gens n'ont pas renouvelé leur mandat, etc., voilà, c'était pas forcément leur truc de rentrer dans le CSE, ils étaient très bien dans le CHSCT, ils n'avaient pas envie de rentrer dans le CSE, donc on a perdu quand même cette connaissance-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. C'est vraiment beaucoup plus compliqué. Mais merci de le dire, parce que c'est beaucoup plus compliqué, et c'est extrêmement important. Alors, pardon, parce que moi je vais faire un coup de mamie raconte ses guerres globalement à l'inverse, mais je dirais qu'il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, 10-15 ans, c'était en gros à peu près le contraire. C'est-à-dire que, alors là, c'était pas avec toi, c'était avec la CGT, pardon, qu'on faisait, avec laquelle on intervenait globalement là-dessus, et Jean-François, pour le citer, là m'avait dit, mais finalement, nous on s'est rendu compte, c'était l'époque de la Artigo, nous on s'est rendu compte, il y a un petit moment, que finalement, le rôle important, vraiment opérationnel, vraiment d'aide dans les entreprises pour les salariés, c'était moins le CSE qui tournait de façon rituelle que le CHSCT. Et d'ailleurs, nous avait-il dit Franco Ducollier, et ben nous, on a changé complètement notre casting, c'est-à-dire qu'avant, on envoyait les cadors, pardon d'être trivial, on envoyait les cadors au CSE, et maintenant, c'est au CHSCT qu'on les envoie, parce qu'on sait que, justement, enfin, c'était le commencement de l'émergence, j'allais dire des concepts que vous citiez tout à l'heure de la NAC entre le travail prescrit, le travail réel, le travail ressenti. On sait qu'on va pouvoir globalement les aider là. Et au-delà de tout ce qu'on peut dire sur les questions de politique, quelle qu'elle soit, ou autre, le besoin vraiment de connaissance, d'interlocution. Je vais passer la parole là maintenant. Est-ce qu'elle est pas là est-ce qu'elle est notre Marianne? Non, Marianne, elle n'est pas là. Ouh, Marianne. On peut désactiver. Ah, bah alors attendez, qu'on vous voit là-dedans. On est en plein dans les besoins de connaissance, d'enrichissement de la connaissance et de métrique autour de ça. Alors, bah voilà, Marianne. Ok, alors déjà pour me présenter un petit peu, moi j'ai une position plutôt extérieure, c'est-à-dire que je suis consultante en ergonomie et j'interviens au sein des entreprises sur des questions de prévention et d'usure professionnelle, hein, pour le coup, puisque pour un petit peu en parler. Donc en fait nous, ce qu'on a vu, c'est que depuis finalement cette fameuse réforme des retraites, nos clients ont eu des questions un peu différentes sur la façon d'aborder la prévention et sur la façon de mener leur démarche, leur politique et leurs actions en interne. Et en fait, les problématiques sont allées un petit peu du côté de l'usure professionnelle. Je dirais qu'il y a 3 besoins principaux. Il y a un besoin d'accompagner la fin de carrière des salariés concernés par l'allongement du temps de travail avant retraite. Un besoin d'agir aussi pour attirer les nouveaux effectifs, parce que il faut que les effectifs se renouvellent, et un besoin d'agir en prévention pour pouvoir éviter justement qu'en fin de carrière on rencontre les problématiques d'incapacité, d'accident du travail, de maladies professionnelles, etc. Qui peuvent survenir. Ce qu'on a vu, c'est que nos clients, en fait, ils étaient un petit peu bloqués dans le sens où on parlait tout à l'heure des limitations un petit peu des 6 facteurs ou 4 facteurs de pénibilité qui étaient considérés par nos clients comme pas suffisants pour pouvoir vraiment rendre compte de la pénibilité ou de l'usure professionnelle de leur travail. Alors d'un client à un autre, on va pas utiliser le terme pénibilité parce que de façon historique, c'est pas acceptable de suite ou ça a trop de connotations fortes, donc on utilise le terme d'usure professionnelle. Bon, ça, c'est les problématiques de sémantique. Et en tout cas, là, je vais parler plutôt d'usure professionnelle au sens où on l'a décrit tout à l'heure. Et l'idée, c'était que les entreprises voulaient aborder cette question d'usure professionnelle avec un regard plus global et peut-être plus proche de la réalité du vécu des salariés actuellement en poste. Donc le postulat finalement, c'était de dire que finalement la question de l'usure professionnelle, on va la traiter spécifiquement pour chacune des entreprises en fonction de son activité, de son histoire, de sa population, et du coup ça va générer derrière des référentiels d'usure professionnelle qui vont être différents. Pour ça, on développe la méthode encore aujourd'hui finalement, mais en tout cas là aujourd'hui on a pu atteindre les 2 premières étapes. La première, c'est la qualification. Qu'est-ce que c'est l'usure professionnelle au sein de cette entreprise spécifique? Comment on la qualifie? Quels sont les facteurs?
quels sont ces facteurs qui font que oui, on va être usé en fin de carrière, toutes ces choses-là. Donc pour ça, on a réalisé toutes des séries d'entretiens de salariés donc directement concernés. Soit on allait les voir sur site, soit on les interrogeait à distance. Ça reste un échantillon, mais ça reste intéressant pour avoir une idée du vécu. On mêle à ça évidemment les représentants du personnel, organisation syndicale, la prévention, le département RH, la médecine du travail. Enfin voilà, l'idée c'est de recueillir un regard global de ce que c'est l'usure professionnelle au sein de l'entreprise. Et ça nous permet d'émettre, de monter ce qu'on va appeler du coup un référentiel d'usure. Ce référentiel d'usure-là, il va être spécifique à chacun des métiers qu'on va traiter, puisque forcément d'un métier à un autre, d'une situation à une autre, on va pas avoir le même vécu, tout simplement. D'accord. Donc ça, je vous interromps juste parce que aussi pour équilibrer nos temps. Donc là, c'est l'approche, je dirais, qui aide à la définition globalement de plan de carrière au regard de divers critères là-dessus. Vous dites que vous aviez deux autres axes. Peut-être là, si on peut en venir globalement là maintenant, et j'allais dire moins au discours de la méthode que peut-être à ce que sont à la fois les objectifs de résultats et vos avancées là maintenant. Déjà, les objectifs, ça va être de mesurer cette usure professionnelle-là dans le temps pour pouvoir la suivre et vérifier l'impact de politique RH ou actions de prévention sur les populations concernées. Et donc là, c'est pas forcément facile puisque ça mêle des données directement issues du poste de travail. Donc par exemple, celles qu'on peut recueillir avec nos capteurs, donc posture, effort, vibration, typiquement. Il y a aussi toutes les données qu'on va pouvoir recueillir en interne. Les entreprises ont des baromètres, ont des questionnaires, ont des moyens de remonter des données, aussi donc des données RH et des données externes. Typiquement, ce qui revient le plus, c'est la température ou le temps qu'il fait, par exemple. Pour des travaux d'extérieur, l'usure professionnelle va forcément augmenter quand il fait moins 6 et avec du vent et de la pluie. Donc, on voit bien l'ensemble du spectre. Peut-être, si vous voulez, pour revenir un peu précisément à ce qu'est justement notre mesure de la pénibilité, mesure des efforts et mesure des impacts, parce qu'encore une fois, je crois que ce que Franck ce que vous avez bien montré les uns les autres, c'est que on est là. La question, est-ce qu'on est sur les risques ou est-ce qu'on est sur les impacts? Moi, juste pour vous dire la façon dont j'ai connu Marianne, et justement ce qui était tout à fait intéressant dans les approches, c'est qu'on était vraiment, par exemple, dans ce qui était aussi bien l'appréciation d'intégration d'équipements, que ce soit des exosquelettes ou que ce soit d'autres types de... Justement, on arrivait à voir l'intensité, on arrive grâce à leur système, à voir l'intensité de l'effort musculaire, la fatigue musculaire et donc les impacts à terme. Peut-être en deux mots, Marianne, maintenant on a bien compris justement vous sur la façon dont vous avez vu les choses bouger et évoluer, j'allais dire depuis les premiers diagnostics que je vous ai vu faire, donc en termes vraiment d'intensité musculaire et de ce que sont justement les intérêts ou l'intérêt ou la sensibilité des employeurs qui vous sollicitent sur ces questions de mesure. En deux mots, qu'est-ce que vous diriez? Et puis on va pouvoir ouvrir la discussion globalement là maintenant. Sur les questions de mesure, ce qu'on a vu, c'est que ça permet quand même d'avancer en fait tout simplement plus vite sur la mise en place d'actions concrètes. Ça permet aussi d'arrêter les débats. C'est difficile, point. Il y a un chiffre qui le montre. C'est scientifique pour le coup. Un effort, c'est un effort. On peut pas l'inventer. Après, il faut faire attention parce que évidemment, on va montrer que ce qu'on mesure. Donc posture, effort, vibration. Ça veut dire que derrière, il faut aussi qu'on regarde ce qui se passe d'un point de vue psychosocial, d'un point de vue organisationnel, etc. Et c'est pour ça que du coup, on amasse la donnée finalement pour pouvoir faire ce fameux référentiel-là et avancer sur quelque chose de vraiment global qui prenne tous les facteurs en compte, histoire de ne pas passer à côté de quelque chose qui serait usant pour un métier spécifique et qui ne concernerait pas l'autre, typiquement. Ouais. Et donc d'avoir un système de mesure, on revient, merci Marianne. Donc c'est j'aimerais bien peut-être que, avant qu'on passe à l'exemple suivant, que vous réagissiez un petit peu les uns et les autres là-dessus. Et puis moi j'aurais aussi une question sur prévention, volontariat, pas volontariat. Ça c'est vraiment les trucs sur la question
dans l'engagement de chacun et de chacun des opérateurs derrière Franck, peut-être d'abord. Ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'on voit bien, moi j'avais posé les termes d'un débat sémantique avec uniquement pénibilité et usure, mais on voit bien que les mots, l'usage des mots va bien au-delà même de ces deux seuls termes, puisqu'on a parlé de charge de travail, on a parlé de capacité, etc., etc. Et on voit bien que derrière, autour de ces deux notions, pénibilité et usure, si on tire la pelote d'haleine, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure quand vous disiez que dans les négociations, c'est la question de la négociation de l'organisation du travail, on tire la pelote de laine et c'est tout le rapport au travail et l'organisation du travail qui vient avec la pelote de laine, entre guillemets, à travers justement les questions autour de ça. Alors, moi, je voudrais verser à la réflexion quelques pistes, quelques idées qui me paraissent être intéressantes de creuser par rapport à l'ensemble des constats que nous avons pu être amenés à faire. Premier point, moi je considère que ça peut être intéressant de se poser la question dans une optique de prévention pour surmonter la contradiction apparente, parfois, pas toujours, fort heureusement, entre prévention et réparation, de la lutte contre ce que j'appelle les trappes à pénibilité. C'est-à-dire toutes les situations qui peuvent être amenées à enfermer quelqu'un, bien malgré lui, dans un certain nombre de cas, évidemment, dans des postures que l'on pourra qualifier de pénibles. Et donc, c'est d'explorer tous les outils qui pourraient nous permettre, de manière évidemment positive, de sortir des situations de trappe à pénibilité. Et ce qui fait la transition avec une autre piste, c'est la question de la diversification des outils. La diversification, alors sortir des trappes à pénibilité, pour prendre un exemple concret, c'est peut-être se doter de la capacité de desserrer les taux sur, alors c'est le juriste qui parle, sur les questions de rupture d'égalité de traitement, en permettant peut-être, dans un certain nombre de cas, de maintenir des avantages, bien que la situation pénible n'existe plus, sans qu'on se voit opposer une égalité de traitement par rapport à ceux qui n'ont jamais été confrontés à la situation pénible. Ça peut être un premier élément de piste. Dans les outils, on a tout ce qui tourne autour de l'aménagement du temps de travail. Je pense au temps partiel, le temps partiel dit personnel, qui s'appelait avant temps partiel dit familial, qui est assez peu méconnu, qui offre une grande gamme de souplesse par rapport justement à des besoins liés à des personnels, et ces besoins peuvent être des besoins liés justement à la manière dont le travail est organisé, qui peuvent être mobilisés dans ce type de situation. Et puis, verser enfin au débat quelque chose que nous avions mis dans le débat public avec un ami qui est connu, qui s'appelle Serge Guérin, qui est un spécialiste des questions de vieillissement et de seniors. Nous avions versé dans un interview pour un périodique un pavé dans la mare en disant et si on se fixait comme objectif de politique publique de faire en sorte qu'on ne soit pas plus de 10 ans dans un job entre guillemets pénible. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'en faire un coup près parce que c'est très compliqué, mais si on se fixait ça comme objectif stratégique de politique publique, pas coup près, encore une fois, parce que on a tous conscience du fait que le propos n'est pas d'apprécier une situation individuelle, mais en revanche un objectif collectif, global, de politique publique, soit au niveau d'un ensemble vaste, soit même au niveau d'un groupe ou d'une entreprise, de se dire on va faire en sorte qu'on ne soit pas plus de 10 ans sur une... Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire les postes en question, ça veut dire mobilité, ça veut dire formation, ça veut dire tout ça. Donc, mais comme objectif stratégique, ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, je finis. Et imaginez des pistes, mais en même temps, ce que vous soulignez les uns et les autres, c'est la polyvalence des facteurs et l'interaction des facteurs dans lequel il faut quand même bien avancer et analyser. Alors on va prendre, merci Franck, merci Monique, on reviendra là la prochaine fois, ça va être à toi ou à Cyril d'intervenir. Donc on revient à ce que vous disiez, c'est d'avoir un système de mesure suffisamment ouvert pour ne pas mesurer qu'un seul critère qui serait finalement un peu faussant ou autre par rapport à tout ça. Alors merci à vous tous, et puis on va demander si Jean-Marie est là maintenant. Jean-Marie, on va passer à la partie débat, et donc si toi tu peux de ton voilà, et puis cycle de Mercure, Sanédrin du Sage ou ta Corse natale, nous donner un petit peu, nous donner ton sentiment, et puis on ouvre le débat, donc à vous et le chat et autres, et puis vos réactions les uns les autres. Donc Jean-Marie, c'est à toi. Merci Anne-Marie, bonjour à tous et à toutes. J'ai été tout à fait passionné par des 6 interventions très complémentaires et qui
illustre bien finalement aujourd'hui le fait que les DRH vont être confrontés à un vrai problème, car l'allongement de la vie professionnelle étant ce qu'il est, il y a effectivement un vrai problème à résoudre de prévention, comme l'a évoqué Anne-Marie. Il y a quelques années, j'étais allé au Japon et j'avais été surpris de voir devant mon hôtel, dans la rue, un septuagénaire avec un marteau-piqueur la nuit en train de travailler. On m'a expliqué, mais c'est normal, à 70 ans, on doit être encore capable de manipuler un marteau-piqueur, on doit être capable encore, tout simplement parce qu'au Japon, il y avait un problème démographique important, il y a toujours, et ce problème démographique, nous l'avons aussi, de plus en plus en France, même si c'est parmi les derniers pays en Europe à avoir une pyramide des âges à peu près équilibrée, et donc, on aura plus simplement comme problème de requinquer les quinquas, mais de veiller finalement à ce que l'usure professionnelle soit la plus réduite possible, non pas simplement pour éviter que les départs à la retraite soient trop hâtifs, mais tout simplement parce que on en a vraiment besoin et que finalement on voit apparaître dans les entreprises une catégorie un petit peu nouvelle qui est les juniors. Les juniors, vous savez, ce sont ces gens qui, du point de vue âge, sont des seniors, mais qui en réalité ont les mêmes attentes, les mêmes aspirations, les mêmes souhaits que les juniors. Et ces juniors, le problème, c'est de leur offrir des conditions de travail. Et lorsqu'on parle de conditions de travail, c'est finalement un contenu de travail suffisamment intéressant, passionnant, pour finalement qu'ils conservent cette curiosité qui caractérise les juniors et qui ne peut pas disparaître. Alors, comme l'a évoqué Anne-Marie, je crois il y a un problème de métrique, et comme toujours, lorsqu'on parle de métrique, il y a à la fois les critères objectifs et les critères de perception. Or, aujourd'hui, on sait à quel point l'expérience vécue par les personnes concernées jouera un rôle important. Je me souviens de ma première intervention en matière d'amélioration des conditions de travail. C'était dans une usine du Nord, et où il y avait un vrai problème de bruit. Le bruit était la principale nuisance, celle qui finalement rendait sourds les gens assez tôt. Mais lorsqu'on les interrogeait, ils disaient non, le bruit c'est pas un problème. Le problème c'est la poussière. Parce que dans le Nord, la poussière était assimilée à la silicose qui avait tué un certain nombre de personnes, et donc pour eux c'était de là que venait le risque. Ce par quoi ils risquaient un jour de mourir, c'était la poussière et non pas le bruit. Oui, donc le multifactoriel. Merci Jean-Marie de souligner deux choses là. Effectivement, l'application pour les DRH. Alors nous, on a mis l'accent ici au cercle, parce que c'est notre truc, sur la prévention et donc, j'allais dire, les professionnels du diagnostic et de la prévention et autres. Mais certes, et tu as complètement raison, et là, un petit peu appel à tous, c'est l'importance des DRH, puisque en gros, c'est eux qui vont avoir aussi et à cornaquer tout ça, mais en même temps à négocier. Globalement aussi en ensemble. Alors, à vous de parler, puis j'aimerais bien qu'on dise deux mots du Japon tout à l'heure. Je voudrais rebondir moi sur la question de la mesure, qui est un sujet qui, on le voit bien, qui est extrêmement important dans l'appréhension qu'on peut avoir de la pénibilité, de l'usure, etc., et dans les difficultés auxquelles on peut être confronté dans le cadre de cette question de mesure. Je pense qu'on ne peut jamais totalement déconnecter le sujet de la mesure de la raison pour laquelle on mesure, en réalité. Et j'évoquais tout à l'heure la question du compte personnel de prévention, du compte de prévention qui était auparavant le compte de prévention de la pénibilité, avec la question des 6 facteurs, des 10 facteurs et des problématiques de mesure. On était sur une mesure, et on est toujours d'ailleurs sur une mesure dont la finalité est de connaître le nombre de points qui sont en termes de réparation sur le compte. On a évoqué tout à l'heure la question de la charge du travail, et vous parliez je crois du forfait jour, et dans le cadre du forfait jour, on voit bien que la mesure de la charge de travail n'a pas du tout la même finalité. Oui. On est là dans une finalité, à travers la question de la mesure de la charge de travail, qui est une mesure de prévention pure, consistant à veiller à ce que cette charge de travail ne soit pas excessive. Et donc, derrière cette question de la mesure,
on se heurte à la difficulté parfois d'organiser cette mesure, mais il faut toujours avoir en toile de fond la question de pourquoi on mesure. Alors, avec un débat vieux comme le monde, qui est, vous savez, le quantifier le qualitatif. Hein, je mesure du qualitatif, mais il faut que je le quantifie. Alors, des fois, on a des seuils, on peut quantifier, et parfois on est sur quelque chose, la charge de travail, on peut parfois quantifier le nombre de dossiers, le nombre de personnes qu'on rencontre, etc. Mais on est sur quelque chose d'éminemment qualitatif. Et donc quantifier le qualitatif, alors ça, en ressources humaines, c'est un débat interminable. Mais c'est le débat, on passe à la parole à Jean-Marie tout à l'heure, parce que c'est en plein le débat de l'audit social dont il fut et dont il est le président d'honneur. Alors peut-être est-ce que vous pouvez passer la galette, si je peux me permettre, à Monique. Non mais juste en la posant au milieu, là, voilà. Alors Monique, qu'est-ce qu'il veut? Je voulais juste intervenir là, rebondir sur ce qui vient d'être dit. Sur cette notion de mesure, et l'une des questions qui a été au cœur en fait de notre démarche de prévention de la pénibilité et de l'usure professionnelle, ça a été de questionner justement les seuils de pénibilité, avec en se demandant est-ce que si je suis en deçà des seuils, est-ce que forcément ça n'est pas pénible? La question a été évidemment non. C'est pas parce que je suis en dessous des seuils que ça n'est pas pénible, c'est juste que ça ne me donne pas droit à de la compensation. Donc vraiment cette question elle a été au cœur nous de notre démarche de prévention, et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre le sujet à l'envers avec cette notion des capabilities, de l'environnement capacitant et la soutenabilité. Ça, on voit bien ça, l'importance finalement de la pertinence de la mais en même temps la ténacité qu'il doit falloir pour effectivement que ça ne dérive pas sur d'autres types de négo, et on revient toujours sur la question des échéances. En gros, est-ce qu'on est là pour la négocier sur le court terme ou globalement sur le long terme? Alors, la question à toi, pardon, on reprend notre petite galette par ici pour... voilà, ouais. La question. Eh ben, la question c'est toi, qu'est-ce que tu en penses justement de la mesure, entre la mesure pour le court terme, mesure pour la compensation, mesure pour... Justement, il y a plusieurs choses. Sur la mesure, oui, on est bien dans la problématique, justement, et j'écoutais aussi ce que disait Marianne, c'est la définition des seuils. C'est-à-dire qu'on va être obligé d'objectiver des choses subjectives. Et à un moment ou à un autre, il faut mesurer, comme le disait Marianne, pour rendre des faits effectifs. Il y a un moment, il faut arrêter de discuter, il faut arrêter de faire des constats qui ne sont pas forcément partagés, mais de se mettre d'accord sur une norme ou sur quelque chose en tout cas qui soit représentatif de ce dont on va pouvoir discuter. Et l'idée même de mesurer fait extrêmement peur, parce que nous souvent quand on demande justement à mesurer aux directions d'entreprise, elles ont toujours très peur du résultat. C'est-à-dire qu'elles ont peur de ce qu'elles vont trouver, etc. Mais finalement, dans un sens... Non, mais ce qui est très difficile, c'est de leur faire comprendre, c'est qu'on ne pourra pas commencer une discussion si on ne mesure pas. Et nous, on n'est pas forcément là. À partir du moment où on rentre dans un dialogue social, oui, on s'attend à avoir des mauvais résultats, mais on n'est pas là forcément que pour les attendre. On est là aussi pour les mettre en avant et pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est là. Parce que la question qu'on a, et ça a été dit aussi par Marianne tout à l'heure, c'est que il y a quand même une notion de plus en plus forte qui se pose depuis la crise Covid, c'est que non seulement il faut s'occuper des gens qui sont là, mais il faut aussi attirer des nouveaux. Parce que si on veut rendre le métier attractif, si on arrive avec, si on est reçu dans une entreprise qu'on a 22 ans et qu'on est reçu par quelqu'un qui est complètement abîmé, on n'a peut-être pas envie de rester très longtemps quand même. Et la dernière chose que je voulais dire sur l'idée de... Moi j'aime bien garder les deux termes de pénibilité parce que, et d'usure. Je trouve que les deux sont bien. La pénibilité renvoie vraiment au travail en tant que tel qu'il est fait. Voilà, c'est l'essence même du travail qu'un métier est pénible. J'ai envie de dire, quelle que soit la personne qui le fait, peut-être. La notion d'usure, elle se rattache aussi aux travailleurs. Et la notion d'usure professionnelle, là où elle est très intéressante, c'est qu'elle va prendre la personne dans sa globalité. Pas forcément que la personne au travail, mais la personne dans sa globalité, c'est que la personne peut avoir aussi un handicap, peut avoir une maladie, etc., fait qu'à un moment ou à un autre, elle va être plus usée qu'une autre aussi, pas seulement par son activité de travail, mais aussi par les éléments qui sont autres que le travail. Et c'est pour ça que je trouve que prendre les deux, moi j'aime toujours l'idée de prendre les gens dans leur globalité, parce que je pense que c'est comme ça. Je travaille beaucoup sur les addictions numériques, et on dit très bien que les addictions numériques, si je vous soigne sur vos addictions numériques au travail, mais que je ne soigne pas aux addictions numériques dans votre vie personnelle, ça ne sert à rien. Et je pense que c'est généralement cette chose-là, c'est de dire, on prend les gens dans leur globalité, et je pense qu'en alliant pénibilité et usure, on prend bien cette dimension. Merci de cette réaction. Alors avant
vous passer la parole à Franck. Je vois là qu'on a une question de Martine Cosentino. Je ne sais pas si Martine Cosentino elle est là ou autre, mais elle nous pose une question sur la question finalement des facteurs d'usure non professionnels en prenant l'exemple des aidants. Martine, est-ce que, pardon de vous appeler par votre prénom, est-ce que vous pouvez me reposer votre question parce que sinon je vais l'afficher tout benoîtement. Je vais l'afficher tout benoîtement. Et donc, voilà. Enfin, c'est une usure cachée, parce que les salariés aidants ont un peu peur de parler à leur patron, comme quoi ils sont aidants à l'extérieur, aidants familiaux, proches aidants. Et en fait, c'est un risque, c'est un enjeu de capital humain qui est énorme, du fait de l'allongement de la durée de vie, et que voilà, c'est vraiment un problème DRH RSE. Moi, c'était le mot usure qui m'avait attiré sur l'intitulé de votre colloque, mais je le vois aussi en non professionnel, qui fait partie d'un problème global d'une entreprise. Mais merci de cette question qui est bien pertinente. Alors pour le coup, je rejoindrai mon voisin parce qu'on avait eu tout un tas de débats à une époque avec Jérôme sur le fait est-ce que on parle de conditions et de vie au travail ou est-ce qu'on parle de vie tout court. Et je trouve qu'il avait été très très intéressant dans la position justement de ton syndicat, de votre syndicat, c'était notamment pour les cadres mais aussi pour l'ensemble, c'était de parler de vie tout court et que pour montrer l'interaction dont parle bien Madame, mais qui est le fait que on n'est jamais quelqu'un de différent au moment où on rentre dans l'entreprise. Alors Franck, non mais c'est très intéressant, mais encore une fois, je pense que la question prend un relief particulier au regard de la raison pour laquelle on la pose. En réalité, quand on pose cette question du multifactoriel, de l'appréhension de paramètres qui peuvent venir de la vie personnelle ou de la vie professionnelle, on pose cette question pourquoi? Est-ce qu'on pose cette question pour nuancer les problématiques de réparation, ce qui est parfois le cas? Parfois on dit bah oui, mais par exemple dans le débat sur les risques psychosociaux, maladies professionnelles, on va dire bah oui, mais si quelqu'un est mal dans sa peau, ça peut venir de plein de choses et pas uniquement de facteurs liés à son job, ça peut être aussi des facteurs de sa vie personnelle. Quand on raisonne comme ça, on raisonne de manière défensive par rapport à une problématique de réparation, de demande de réparation. Mais ce qui, entre parenthèses, a été longtemps la posture d'un côté des partenaires sociaux. Oui, mais moi ce que je voudrais faire, c'est mettre peut-être de manière plus large en perspective, parce que effectivement, quand on est défensif sur ce terrain-là, c'est parce qu'on répond sur le terrain de la réparation. On dit oulala, mais il va pas me demander de réparer, alors qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu, etc. Or, là, la question, elle est pas celle-là. Elle est le fait d'appréhender une situation dans sa globalité, dans une optique qui peut être une optique de prévention et qui est tout autre chose. Donc, je vois encore une fois, un peu comme tout à l'heure à propos de la mesure, je crois que c'est important aussi de se dire, on pose ce débat, mais pourquoi est-ce qu'on le pose avec quelle finalité? Quelle est la finalité alors, avec ce que vous disiez tout à l'heure d'intéressant sur le fait de dire les entreprises peuvent avoir peur de la mesure, mais parce qu'elles peuvent avoir peur de la mesure, parce que derrière, il y a aussi toujours cette question de la finalité. On a peur de la mesure parce qu'on se dit on va se servir de ça pour demander telle chose ou pour contester telle chose, etc. Donc, il ne faut pas occulter le fait que dans un certain nombre de cas, il y a cette question de la finalité qui est toujours en toile de fond. Il ne faut pas avoir peur de la mettre sur la table, justement. Qui est là, les enjeux des acteurs sur les enjeux des acteurs. Monique, par exemple, comment vous sentez justement cette question des finalités de la mesure et de tout ce qu'il peut y avoir de non-dit, d'attente et d'autres objectivations de ce côté-là? Alors, c'est une réflexion que j'avais aussi tout à l'heure en écoutant l'intervention de Justine, il me semble, pour resituer par rapport à qu'est-ce qui a changé suite à la dernière réforme des retraites. Et chez nous, en fait, moi, ce que j'ai pu constater, c'est la mise en place d'une réelle coopération entre les métiers HSE et les métiers RH. On n'avait pas forcément jusque-là, où il y avait d'un côté le processus de compensation-réparation piloté par les ressources humaines, et de l'autre côté, les démarches de prévention pilotées par les pôles et les directions HSE. Et depuis cette réforme, il y a une véritable volonté de travailler ensemble, tant sur le volet
compensation-réparation avec notre dialogue social. Enfin, il faut aussi compenser à un moment donné ce qu'on n'arrive pas à améliorer dans nos situations de travail, mais aussi cette coopération, elle se fait aussi dans cet objectif de prévention. Moi, aujourd'hui, je travaille avec une direction des ressources humaines dans un objectif de prévention de l'usure professionnelle. Parce qu'on l'a dit aussi tout à l'heure, il y a le sujet de l'attractivité. On ne va pas le nier aujourd'hui, il y a une prise de conscience collective de la nécessité de travailler sur les conditions de travail, parce qu'il y a un véritable sujet d'attractivité. Et voilà, pour la SNCF et SNCF Matériel, on a aujourd'hui clairement des difficultés de recrutement du fait des conditions de travail, et pas uniquement des conditions d'emploi, vraiment aussi des conditions de travail. Donc voilà, c'est une véritable coopération qui se met en place, en tout cas chez nous, et je pense que c'est quelque chose qui ressort de positif dans cette... Oui, allez-y. Parce que je voulais rebondir sur ce que Cyril, un point que vous avez dit et qui me semble très, très important dans le débat. Moi, je crois que ça n'aide personne d'opposer compensation et prévention. Et bon, on peut le regretter sur le plan ontologique ou conceptuel, mais je crois que dans les années à venir, on sera obligé de faire les deux d'une certaine façon, parce qu'il faut bien traiter les situations existantes, et puis pour une prévention efficace, ça prend du temps. Il faut se donner du temps pour atteindre un certain nombre de résultats. Et ce qu'on observe quand même à peu près partout, dans tous les pays qui sont parvenus à allonger la durée des carrières, on a vu alors des politiques préventives sans doute assez efficaces, mais on a vu aussi une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires des différents régimes d'invalidité, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre ou que ce soit dans les pays nordiques. Donc plus on allongera, plus on avancera dans l'allongement de la longévité professionnelle, plus on reculera l'âge de cessation d'activité, où on développera des mécanismes, je dirais, de transition douce vers la retraite, plus on aura un volume de cas à traiter au titre de cessation anticipée ou de compensation d'usure professionnelle. Et puis la deuxième remarque, et après je me tais, que je voulais faire, c'est qu'on a parlé pénibilité, on a parlé usure, c'était l'intitulé de la table ronde, mais vous avez, vous en particulier, introduit, je crois, une dimension nouvelle et importante dans cette discussion autour quand même de l'allongement des carrières et de la longévité professionnelle. C'est ce rapport au travail, enfin tout ce débat sur le rapport au travail, et vous avez fait référence à la notion de travail en capacitant, donc capabilities justement, qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne se mesure pas toujours. Et c'est peut-être tant mieux comme ça. Il ne faut pas non plus avoir le culte absolu de la mesure. Mais on peut avoir, en mesurant la satisfaction donc, subjective au travail, une autre approche de ces questions-là. On peut avoir un travail objectivement pénible, mais qui soit source d'une certaine satisfaction, qui soit source d'une certaine fierté. Enfin, voilà, il y a plusieurs images d'épinette qui peuvent apparaître. Mais je pense que c'est important de le souligner. On peut avoir une pénibilité du travail qui, pour autant, et à l'inverse, on peut avoir un travail pas particulièrement pénible, mais qui suscite une désaffiliation et constitutive donc d'une forme d'usure du travail. Et ce que vous soulignez, parce que à vous écouter tout cela, on a vraiment l'impression qu'il y a quand même une maturité qui est en train de se construire. Et que, merci à vous, que aussi bien justement dans ce fait qu'avant on raisonnait, j'allais dire, un peu avec, il y a le silo compensatoire de la négociation des avantages ou des désavantages sociaux côté RH, et puis il y a les sécuritaires qui doivent s'occuper de la sécurité, et puis on ne va pas faire brère trop ailleurs. Ça c'est en train de se terminer, parce que il y a une forme de, et on ne l'observe pas que chez vous, il y a un vrai tandem qui se crée, et j'aimerais bien avoir de ce côté-là, Jean-Marie, si tu es là, une espèce de tandem et d'ouverture à des RH à HSE, ce qui n'était pas le cas avant et ce qui n'était pas le cas il y a longtemps. C'est pas pour rien, si je peux me permettre, si aujourd'hui, autour de la table, si on peut dire à distance, notamment, mais et avec vous, on a des ergonomes, donc des gens qui ont, on voit bien d'ailleurs que la notion de facteur ergonomique, Franck est parti, mais la notion de facteur ergonomique est rentrée maintenant
dans le Code du travail, ce qui n'était pas le cas globalement avant, et on voit bien que les profils d'ergonomes et l'objectivation de ce que peuvent apporter les ergonomes, et aussi, donc on a une maturité de ce côté-là. Comment toi tu la sens de ce côté, tu la vois ou sens ou pas, côté syndical, et hop, la petite galette par ici. Moi déjà je vais rebondir sur une notion qui a été importante là, qui vient d'être dit, c'est la notion de bien faire son travail. C'est quand même un truc essentiel. Et ça, c'est une notion, nous, qu'on essaye d'ajouter aussi aux questions de pénibilité, d'usure, etc. C'est que la satisfaction des gens aussi, le fait d'enlever une part de pénibilité au travail, c'est l'impression du travail bien fait. Et aujourd'hui, on a retiré de plus en plus cette notion-là à des gens. Alors, il y a des métiers où on a intérêt à ce que le travail soit bien fait. Moi, personnellement, je suis très sensible en tant que consommateur que le matériel SNCF fonctionne bien. Je suis un peu moins sensible à la NASA. Je prends moi la fusée spatiale, donc par contre la SNCF, je suis plutôt content que ça marche pas mal. Côté médical aussi, par exemple. Côté médical, je suis plutôt bien. Et je pense que ce qui est important, c'est que quand les gens nous le disent, c'est que nous, quand ils parlent de leur travail, à leurs proches, à leur famille, etc., ils vont pas dire forcément, ils vont dire qu'ils ont un métier pénible, un métier pas pénible, etc., mais ils vont aussi avoir une fierté à dire ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils ont une fierté à dire, aujourd'hui, je fabrique un truc, mais tu sais, c'est un produit pourri, de toute façon, tout ce qu'on vend ne sort qu'à 80% de qualité, parce qu'on s'est rendu compte que le coût, rapport qualité-coût, c'était plus intéressant de sortir un produit fini à 80 qu'à 100%. Donc moi, je fais un travail, oui, sur le papier qui est beau, mais dans les faits, il n'est pas beau, parce que je sors un produit qui n'est pas fini. Et donc, je pense que c'est s'emparer cette question-là sur ces modalités, c'est de se dire aussi ça, c'est de se dire, voilà, on parle de pénibilité, d'usure, etc., mais en fait, est-ce qu'on parle aussi du travail que l'on fait? Et je pense que il y a aussi des gens, et ça c'est aussi, on en parlait en off au début tout à l'heure, c'est aussi de faire reconnaître aux gens, c'est qu'il y a des gens qui ne vont pas reconnaître facilement qu'ils sont usés, etc., parce qu'ils sont portés par ce qu'ils font. Tu parlais tout à l'heure des aidants, etc., des aides, etc. Il y a des gens qui ne comptent pas leurs heures, qui vont faire beaucoup plus, qui vont faire des kilomètres, etc., parce qu'il fallait aller porter un repas à quelqu'un, parce qu'il fallait refaire le bandage à quelqu'un, etc. Peu importe si moi je suis fatigué, ça me porte. Alors peut-être que je m'écoulerai plus tard, et c'est ça la difficulté aussi, parce que la dernière question, aussi, je reviens sur la notion de temps, c'est la temporalité. C'est-à-dire que quand on travaille sur la prévention, on doit aussi accepter que les gens avec qui on travaille, on va peut-être pas les voir, entre guillemets, usés. Peut-être qu'ils seront usés 2 ou 3 ans ou 4 ans après avoir été à la retraite. Donc nous, on doit travailler aussi sur ces plans-là, de se dire, il faut qu'on donne des bonnes conditions maintenant, parce que malheureusement, il y a un moment aussi où on ne pourra plus les aider, on ne sera plus forcément là. J'ai peut-être pas répondu à ta question. Non, mais si, mais hier on est fait comme marché. Voilà, c'est ça. Tu poses une question, mais tu réponds. Voilà. Et tu réponds sur le fond et tu réponds bien. Alors, moi, ça m'évoque autre chose. Et, pardon, Cyril, parce que peut-être que vous avez envie aussi de sauter sur le micro. Et Jean-Marie, qui est aussi là à distance, je trouve que ce que tu dis, c'est le nouveau débat, mais qui est un peu les habits neufs du Grand-Duc, sur le sens du travail. Le travail bien fait, en gros, c'est ça. C'est le sens du travail, mais qui, pendant, alors je voudrais jeter la pierre à personne, mais pendant des années de consultant, quelquefois aussi de RH, a été un peu et beaucoup mis complètement de côté. Moi, je me souviens d'avoir fait complètement glups avec un de nos copains communs, avec Jean-Marie, qui globalement est pas là, et qui était dans une structure, disons, qui était globalement une structure américaine, et qui, en gros, le grand truc à la mode, j'allais dire dans les années 80, c'était piéger la surqualité. Et donc, c'était la chasse à la surqualité, et donc, il fallait arrêter la qualité du travail, et donc la fierté du travail, à un certain moment, et vous aviez les armadas de consultants anglo-saxons d'abord, dont c'était globalement la finalité, et qui ont cassé ça longtemps. D'où Yves Clos qui a un peu prêché dans le désert globalement pendant un temps, et on y revient heureusement là maintenant sur la réalité globale du travail. Peut-être 2 mots, Cyril, là maintenant, là, parce qu'on est en train d'arriver. Il est 15, on est censé terminer presque maintenant, mais quand même, un peu un mot à chacun de ce côté-là. Et Jean-Marie aussi, je dois citer en bout, voilà, un peu sur nos débats qu'on ne peut pas clore là maintenant. Et on va continuer, on vous expliquera comment on a envie de continuer. Voilà. Cyril, vous parlez de l'épicycle international OIT, comment vous voyez ces choses sur le sens du travail, les dimensions qualitatives? Non, je pense qu'effectivement, c'est une dimension qui est très importante pour réussir à surmonter le défi démographique. Hein. C'est-à-dire que si
mécaniquement, là, encore une fois, parmi les facteurs de transformation du travail, le facteur démographique est probablement à l'échelle du monde le plus impactant, hein, puisque la population en âge de travailler va diminuer à partir de la mi-2035, hein, dans ces années-là. Donc on va avoir une baisse des populations actives. Donc forcément une nécessité d'allonger les carrières, et on n'y parviendra pas effectivement si on ne règle pas les problèmes liés à des facteurs de pénibilité physique facilement mesurables, mais aussi par le ressenti des gens, hein, par leur capacité, leur volonté et le fait qu'ils y trouveront leur compte à prolonger leur activité professionnelle parce que ils auront le sentiment que ça participe au bien commun, qu'ils font quelque chose d'utile, et puis qu'ils ont aussi la maîtrise de leur travail, donc une certaine autonomie, et qu'ils ne sont pas asservis à des logiques productivistes, à obéir à des ordres que donneront des systèmes algorithmiques du travail. Enfin, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, et c'est pour ça que je comprends bien l'importance de la mesure, mais la mesure ne dit pas tout, et la mesure peut aussi biaiser l'approche politique qu'il faut avoir de ces sujets-là. Ce qui compte quand même avant tout, c'est ce que ressentent les gens, voilà, parce que c'est en fonction de ça qui se détermine. Mais merci Cyril, peut-être un mot de la fin à chacun, à la fois voilà, qu'est-ce qui vous paraît important, par exemple Monique, à mettre en avant, et puis si vous avez une prochaine étape à imaginer, ça serait quoi? Alors, moi déjà, ce que j'ai envie de retenir, et c'est aussi dans notre démarche de prévention, c'est que la pénibilité peut être un facteur d'usure professionnelle. Hein, donc c'est ce qu'on vient de dire, c'est qu'il n'y a pas que la pénibilité au sens physique en tout cas qui intervient. Et donc là, dans la prochaine étape, c'est justement d'essayer d'aller dans cette approche multifactorielle et de regarder les contraintes de pénibilité, les contraintes physiques marquées, les contraintes liées aux environnements agressifs, dans les aspects organisationnels, dans les aspects psychosociaux, notamment sur la question des marges de manœuvre. C'est pas pareil si j'ai la maîtrise de mon environnement de travail, de mon travail en lui-même, et quand je ne l'ai pas par rapport à des contraintes physiques. Hein, si je vais porter des charges, si je vais avoir des postures pénibles, si j'ai la possibilité de m'arrêter, de faire des pauses quand je le souhaite parce que j'ai la maîtrise sur ma journée de travail. Voilà, donc il faut vraiment avoir une approche multifactorielle en intégrant ces aspects organisationnels et humains. Multifactoriel, nuancé, organisationnel et humain. Jean-Marie, de ton côté, le mot le mot d'orientation, monsieur Jean-Marie? Voilà. Je crois qu'effectivement, il faut vraiment, comme ça a été bien souligné, mesurer ce qui aura des effets à très long terme. Au fond, nous vivrons tous ce centenaire, paraît-il, mais si on veut que les gens soient fringants longtemps, il faut effectivement prendre en compte toutes les dimensions qui ont été évoquées. Merci Jean-Marie. Est-ce que Justine, vous, à la fois sur votre activité et plus globalement, le message du final? Effectivement, je retiendrai ce travail qui est de plus en plus transverse entre la RH et les services de prévention, et qui va être de plus en plus nécessaire avec les nouvelles mentalités, si je puis dire, de quête de sens au travail et les enjeux qui s'offrent à nous maintenant. D'accord, merci à toi. Tu as envie? Oui. Non, sur un point important, ce qui a été dit notamment par Monique aussi, moi ce qui me paraît intéressant, et c'est pas lié qu'à la pénibilité, c'est l'ensemble des domaines. Je travaille aussi pas mal sur l'intelligence artificielle, on le voit. C'est l'importance, on voit que les mondes changent de plus en plus vite, les choses se bouleversent de plus en plus vite, et c'est très intéressant de plutôt travailler sur des démarches. C'est-à-dire en gros des choses qu'on va pouvoir appliquer dès qu'une nouvelle question se pose, etc., est déjà outillé pour pouvoir y répondre et y répondre efficacement. De pas à chaque fois réinventer la roue et se demander à chaque fois comment on va travailler, comment on va approcher. Et je pense que travailler sur des méthodologies de mesure, des réponses apportées, des compensations apportées, etc. En gros, travailler sur un peu, j'aime pas l'idée de kit parce que c'est réducteur, mais c'est un petit peu ça, c'est l'idée d'arriver aussi avec des démarches qu'on va pouvoir appliquer, qui ne sont pas forcément des démarches de consultants qu'on plaque, etc., mais vraiment des démarches
qu'on va pouvoir, expérimenter. Ouais. Et le deuxième mot, voilà, mais tu me enlèves le pain de la bouche, c'est que je pense que c'est des domaines où il faut expérimenter. Et ça veut dire expérimenter, ça tu sais que c'est un mot qui m'est cher parce qu'on a déjà parlé, ça veut dire qu'on accepte aussi l'échec. Voilà, on peut aussi se planter, il ne faut pas avoir peur de se tromper. Je sais qu'en France ça fait un petit peu peur, mais il ne faut pas avoir peur de l'échec. C'est ça, là, oui, voilà. Merci. Alors notre président est... Je ressens à la fin de ce débat une intense motivation à travailler sur ce que j'appellerais les risques longs. Les risques brutaux et courts, il y a tout un travail qui se fait pour les éliminer, les supprimer, etc. Par contre, les risques longs ne sont peut-être pas encore suffisamment pris en compte et il y a un champ considérable. Risques longs qui peuvent être au niveau de la planète, comme le changement climatique ou qu'est-ce que Cyril a évoqué, changement climatique, démographie. Mais dans une entreprise ou dans une collectivité de personnes, il y a une énorme diversité. Mais dans cette diversité, on devrait pouvoir arriver à focaliser davantage l'attention sur les risques longs. Et c'est ça qui est en cause, c'est ça qu'on peut traiter par la prévention. La réparation, c'est un autre domaine dont je ne veux pas parler ici. Mais prévention, c'est se saisir des risques longs, voir ce qu'ils sont dans toute leur diversité et intensifier la réflexion et le travail à ce sujet-là. Voilà ce que moi je retiens comme impulsion. Merci Jacques, et je crois que arrive le moment, merci à tous, d'abord de vous applaudir tous beaucoup, oui, parce que merci d'avoir été prisonnier dans la cave ici, 7 mètres sous terre, et qui peut-être demain sera inondé. Voilà. Et prochaines étapes, alors prochaines étapes là-dessus, d'abord grâce à Jean-Loup, replay au plus tard lundi, et donc replay global et séquencé. Et puis moi j'ai 2 envies à creuser autour de ce que vous disiez, bien sûr, on va creuser les risques longs, et donc on va reprendre notamment la question de pénibilité, usure professionnelle et impact climatique et croisement climatique. On a commencé avec les représentants du CESE il y a 2-3 mois et on va continuer encore à ce niveau-là. Et puis il y avait d'autres questions qui sont venues notamment des participants, j'allais dire, quand ils se sont inscrits et qui étaient, parce que là on a pris les choses globalement, c'est de regarder les choses par branche et de regarder les choses, j'allais dire, concrètement dans les métiers concrets. Alors notre prochaine étape, pour nous, elle est le 23 mai, où on aura là encore un distanciel, mais qui sera franco-canadien, donc qui sera transatlantique, et sur un métier particulier, et qui est, j'allais dire, les métiers du care, les métiers hospitaliers, qui, Dieu sait si en ce moment, s'ils sont tourmentés en tension et autres, et donc là, ça sera une première façon de le regarder, et de le regarder par le biais que vous suggériez, j'allais dire, tous les deux, tous les 4, tous les 5, tous les 6, c'est-à-dire à la fois dans les dimensions d'impact managériaux, quel est le rôle et l'impact du management et quel est le rôle et l'impact organisationnel, facteur humain et organisationnel, mais aussi responsabilité du management, et j'allais dire dans ces vieux fonctionnements que sont les fonctionnements hospitaliers, c'est tout à fait interrogé et c'est intéressant de regarder comment le Canada se fait. Voilà, écoutez, un grand merci à vous et merci à vous tous d'avoir été là. Merci Jean-Marie, merci Justine, et j'ai vu que Marianne était partie, on vous remercie. Bye à tous, et donc lundi prochain ou plus tard pour les replays. Merci, bye bye.